Mais d'abord, je vous le disais, on est pour l'interview du 20h BFM avec vous, Sigolène Vincent. Et j'insiste à nouveau, merci vraiment d'avoir accepté d'être notre invitée ce soir. Vous êtes, je le disais, romancière. Vous avez été chroniqueuse judiciaire de Charlie Hebdo. Et vous étiez là le 7 janvier 2015 quand la rédaction a été attaquée. Les terroristes, on va le raconter dans un instant, vous ont littéralement épargné. On en parlera dans une seconde. Demain, ça va faire 10 ans. Comment est-ce que vous vous préparez à ce moment-là, au fait de participer aux commémorations et au fait d'en reparler? Je me suis pas spécialement préparée, à ça, mais c'est vrai que ces, derniers mois ont été, compliqués, Mmh. avec le procès de Peter Sheriff, la mort de Simon Fieschi Qui était le webmaster et de ouais Charlie. et les 10 ans qui viennent. C'est-à-dire que le temps, je pense, ne s'est pas écoulé de la même façon, pour vous que pour nous. Nous, ça paraît toujours, très présent. Et c'est vrai que ces anniversaires, ça nous oblige à convoquer de nouveau, Ouais, bien sûr. les images et c'est compliqué, oui. Mais le fait d'accepter de venir sur ce plateau, d'en parler, vous le faites pour eux, et on va revoir leur visage, ceux qui sont morts ce 7 janvier 2015, et pardon, je vais les citer. Cabu, Wolinski, Tinius, Honoré, Luce, la psy Elsa Kayat, Bernard Maris, Charb, le policier Franck Brinsolaro qui assurait sa sécurité, le correcteur Mustapha Ourad, Michel Renaud qui avait été invité par Cabu, l'agent de maintenance Frédéric Boisseau, un autre policier Ahmed Merabé qui est arrivé ensuite. J'ajoute, vous en parlez, Simon Fieschi qui est mort l'année dernière, qui avait été lourdement handicapé après l'attaque. C'est d'abord pour eux. Bah, je pense que c'est pour eux, oui, j'ai la chance d'être en vie, j'ai la chance de pouvoir encore m'exprimer et du coup, je veux leur rendre hommage. Enfin, moi, j'ai rarement fait, ça, enfin, cet exercice-là de passer, à Ouais. la télévision, dans les médias, pour en parler, mais je trouvais qu'il était peut-être, temps, pour eux et pour, moi également. Sigolène Vincent, le 7 janvier 2015, vous avez pris un Vélib pour aller à Charlie. Vous avez acheté en passant un gâteau parce que c'était l'anniversaire de Luce. Vous vous êtes assise à côté de Wolinski pour la conférence de rédaction. Vous vous souvenez de l'atmosphère à ce moment-là, au début de la conférence de rédaction? Je m'en Oui, je m'en souviens parfaitement bien parce que, c'était la première fois qu'on se revoyait, après, les fêtes, donc on s'est souhaité, la bonne année et il y avait un fait notable, c'était que Tinius était en avance alors qu'il était tout le temps en retard, donc c'était, assez joyeux parce que les invités de Cabu avaient apporté un peu de victuailles Ouais. et on était heureux de se retrouver et on savait qu'on allait devoir parler du nouveau livre de Michel Houellebecq et qu'on ne serait pas d'accord. Et voilà, non, c'était vraiment, c'était très, très joyeux. Quand il y a, alors que vous êtes autour de la table, les premiers coups de feu, en dehors de la rédaction, vous reconnaissez tout de suite ce son-là. Oui, C'est le son, le bruit des armes, parce que vous avez grandi en Afrique notamment, Djibouti. dans des coins voilà, un peu compliqués. Ce bruit-là, vous le connaissez. Non, je ne connaissais pas ce bruit-là, mais j'avais toujours en tête que, un attentat était possible. Ouais. Parce que j'ai cette culture-là, parce que mon père est est lui-même survivant, rescapé d'un attentat en 1987, le bar de l'Historie, à Djibouti et que j'ai toujours, quelque part dans l'idée, mais même, avec les réfugiés de la guerre Mm. d'Éthiopie, à Djibouti, il y a ce climat-là, enfin c'est voilà Mm. et donc je reconnais tout de suite, qu'il y a un Et problème. tout de suite, vous vous dites attentat, tout de suite. Oui, tout de suite, oui. Quand les terroristes entrent, quand les frères Kouachi entrent, qu'est-ce que vous faites? Je croise le regard de Charb, je me lève. Et en me levant, je sens la porte qui s'ouvre derrière moi et je me retrouve, le torse, contre le torse de Franck Brinsolaro Mm. et je le vois prendre son arme et ça commence à tirer et voilà et ça tire dans mon dos et à un moment, je quitte la salle de rédaction et j'ai mal au dos. J'ai l'impression d'avoir 3 balles dans le dos mais ce n'est pas le cas. Et Mustapha Ourad se lève de son siège et on se prend, enfin, je me prends les pieds dans ses jambes et on chute tous les 2 à terre et j'ai le temps de me glisser derrière un muret et voilà et Cherif Kouachi arrive et là-bas, Mustapha et ensuite il me fait face et je suis à terre sur le dos et voilà. Vous êtes sur le dos, vous êtes à terre, caché derrière un muret. Et je disais tout à l'heure, Kouachi va vous épargner à ce moment-là. Vous vous parlez, il vous parle. Il me parle, oui. Qu'est-ce qu'il Mmh. vous dit?
Bah, il me dit tout d'abord de me calmer, de ne pas avoir peur et voilà que je devais réfléchir à ce que je faisais était mal et qu'il ne tuait pas les femmes et que puisqu'il m'épargnait, je devais lire le Coran. Comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on vit avec ce moment-là en tête, derrière? Le fait d'avoir été, je le disais, littéralement épargné? Bah, déjà, il y a de l'incompréhension. Pourquoi m'a-t-il épargné? Après, il y a des mots qui sont, sur lesquels je m'interroge parce que je trouve ça particulièrement injuste d'avoir été épargnée parce que je suis une femme, Ouais. parce que je trouve ça très injuste vis-à-vis des hommes du coup et que je ne m'identifie pas par rapport à ça, que c'est pas une raison pour moi d'avoir été laissée en vie. Il y a le sentiment de culpabilité qui est très fort. Encore aujourd'hui? Oui et ce mystère d'avoir été laissée en vie, je ne comprends toujours pas pourquoi il m'a laissée en vie. Oui. On précise qu'ils disent: Je t'épargne parce que tu es Mmh. une femme», et ils ont abattu Elsa Kayat, Oui. dans la même pièce, dans la même pièce. La question du «pourquoi moi» ou «pourquoi pas moi», 10 ans après, elle est toujours là chez vous? Oui, oui et d'autant plus que pour la première fois au procès de Peter Sheriff, j'ai, accepté de regarder la vidéosurveillance Mmh. où on voit la rencontre entre Ouais. Peter Sheriff et moi et c'est vrai, comme l'avait dit à une époque, enfin, au premier procès, Yannick Enel, si on me savait pas en vie, on me penserait morte. Ouais. Enfin, j'aurais pas dû me relever normalement. Heu, est-ce que vous vous souvenez du moment où vous vous dites: «C'est terminé»? Oui, quand on entend les coups de feu, qui s'éloignent, qui sont dehors, oui. Ouais. Mmh. Dehors, il y a évidemment les premiers secours, il y a la panique, la fuite des frères Kouachi, avec ces coups de feu qui sont échangés. C'est là où ils vont tirer et abattre Ahmed Merabé. Il y a un certain nombre d'officiels qui vont arriver, etc. Puis il y a les prises de parole, comme ce jour-là, François Hollande. On va écouter le président de la République. Aujourd'hui, c'est la République tout entière qui a été agressée. La République, c'est la liberté d'expression. La République, c'est la culture, c'est la création, c'est le pluralisme, c'est la démocratie. C'est ça qui a été visé par les assassins. C'est l'idéal de justice et de paix que la France porte partout sur la scène internationale. Et ce message de paix, de tolérance que nous défendons aussi à travers nos soldats pour lutter contre le terrorisme et le fondamentalisme. On reviendra sur ces hommages, on reviendra sur la phrase «Je suis Charlie» dans un instant, mais ces moments-là, ces moments d'hommage, et on se souvient évidemment tous de la manifestation du 11 janvier 2015 où le monde entier quasiment défile dans Paris, où il y a 4 millions de personnes dans les rues. Vous gardez un souvenir de ce moment-là? J C'est assez flou, enfin, je me souviens de cette ferveur-là du 11 janvier, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, je crois qu'Emmanuel Todd avait dit qu'il y avait une armée de zombies derrière, mais moi, si les autres n'étaient pas des zombies, moi, j'en étais un, ça, c'est assurément. Heu, j'ai l'impression de m'être relevée de cette 7 janvier, en étant un être, sans conscience, Mmh. ayant perdu toute son intelligence et sa capacité à raisonner et à penser et j'avançais presque comme, un organisme unicellulaire qui, heu, qui vivait parce qu'il était vivant et du coup, je tous les commentaires, tout ça, ça reste très, très flou pour moi, très lointain et donc j'ai un souvenir, oui, Mmh. mais j'ai jamais, réussi à changer toutes, ces sensations Mmh. en vraies pensées. Sigolène Vinzon, quand on évoque l'esprit Charlie, que reste-t-il de l'esprit Charlie 10 ans plus tard? L'esprit Charlie, il évoque quoi chez vous, qui êtes une survivante? Bah, l'esprit Charlie, c'est donc cette liberté d'expression et il y a ce terme, «Je suis Charlie» Mmh. et le 7 janvier, quand je me retrouve au milieu des corps, heu, donc je les enjambe pour aller récupérer mon téléphone portable qui est dans mon manteau et je téléphone aux pompiers et je dis: «C'est Charlie, venez vite, ils sont tous morts». Or, il était certain qu'à ce moment-là, je n'étais pas Charlie. Mmh. Ma part était si infime dans le journal, j'avais une chronique judiciaire. Ceux qui étaient Charlie, qui en étaient le cœur et qui représentaient Charlie, ils étaient à terre. Heureusement, pas tous et je pense que si être Charlie, hem,
c'est considéré qu'on n'abat pas un dessinateur parce qu'il dessine, un écrivain parce qu'il écrit, un journaliste parce qu'il donne une opinion. Je pense vraiment que c'est la moindre des choses de l'être. Et je pense que à jamais et pour toujours, je passerai cet appel. C'est Charlie, venez vite. Ouais. Donc voilà. Mais notre société, depuis 2015, avec ce qu'elle a traversé depuis, on pense évidemment à Samuel Paty, sur ce sujet fondamental de la liberté d'expression, de la liberté de blasphémer, de la liberté de caricaturer, est-ce qu'elle a progressé? Je ne saurais pas répondre à cette question, mais il est sûr que depuis, j'ai retrouvé un petit peu de pensée quand même, depuis ce 7 janvier. Et je pense que d'un côté, il y a les valeurs et de l'autre, les principes. Et donc, si les valeurs, qui sont souvent morales ou politiques, peuvent être évolutives, on peut les discuter. Il y a des principes qui, pour moi, sont premiers, qui sont philosophiques, qui sont fondamentaux et parfois particulièrement nécessaires à notre temps. Et que si dans ces principes, il y a la liberté de conscience ou les droits de la défense, il y a aussi le droit, enfin, la liberté d'expression, la liberté de la presse. Et que ça, je pense que ça ne devrait pas être négociable. C'est même pas de la politique, ça relève d'un choix de régime. Voilà. Donc. Et vous n'avez pas l'impression que la gauche, ce jour-là, s'est fracturée avec une gauche qui commence à dire c'est négociable à partir de 2015? Peut-être, peut-être que c'est le cas, mais oui, c'est sûrement que c'est le cas. Et selon qui ou ce que l'on veut représenter, oui. Ségolène Vincent, il y a dans votre histoire un élément qui est extrêmement troublant. Je voulais qu'on y revienne ce soir, parce que des années plus tard, après cet attentat, vous avez recroisé la route d'un homme qui a été jugé et condamné, l'an dernier en l'occurrence, pour avoir été l'un des instigateurs de cet attentat, c'est Peter Sherif. Peter Sherif, il a notamment passé 7 ans dans les rangs d'Al-Qaïda avant de s'installer à Djibouti, d'y être arrêté là-bas. Il est mis dans un avion pour être amené en France, on est en 2018, et vous êtes dans cet avion. D'abord, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes là? Je veux dire, hasard de la vie, qu'est-ce que vous faites dans cet avion? Je rentre de 2 semaines à Djibouti. Donc j'ai grandi à Djibouti, au pied d'un minaret, route du Héron. Et ça faisait 4 ans depuis les attentats que je n'étais pas retournée dans ce pays-là. Et j'ai eu besoin, au bout de 4 ans, de retourner sur cette terre-là pour savoir si quelque chose avait été cassé. Parce que curieusement, c'est ma culture. Hein. J'ai grandi avec les 5 prières par jour, avec celle du soir qui était ma préférée. Et ça fait quand même partie de mes repères. Et donc, j'y suis retournée. Et je me souviens qu'un jour, je vais nager avec les requins-baleines. Et je rentre chez l'amie chez qui j'étais logée. Et elle me parle comme à une grande malade, une grande blessée. Elle me fait asseoir, elle me caresse les cheveux. Et elle me dit, tu es bien là, Ségolène, tu es bien, tu es rentrée chez toi à la maison, tu viens de nager avec les requins-baleines. Je fais oui. Elle me dit, bon, le présumé commanditaire des attentats a été arrêté. Je fais, ah. Et elle voyait que je ne comprenais pas. Elle fait, non, mais il a été arrêté ici, à Djibouti. Et ma première question, c'est, il ne va quand même pas prendre l'avion avec moi. Et vous prenez l'avion. Et je prends l'avion avec Vous allez passer 7 heures dans le même avion. Vous savez donc qu'il est dans l'avion. Oui. Et pendant 7 heures, vous vous dites, est-ce que je vais lui parler? Oui. Je voulais absolument aller lui parler. Qu'est-ce que vous lui auriez dit? La question que toute partie civile d'un procès pénal pose, c'est pourquoi. Je voulais vraiment savoir pourquoi. Vous ne vous levez pas ce jour-là dans l'avion? Non, je me lève pas parce que des personnes m'en dissuadent, mais je ne me lève pas, non. En revanche, je m'écroule quand j'arrive à Roissy. Mais je m'effondre. Des années plus tard, l'an dernier en l'occurrence, vous avez été face à Peter Sherif au tribunal au moment de son procès. Et là, vous vous êtes parlé, parce que c'est le seul moment du procès où d'une certaine manière, il a accepté de parler. Et il vous dit, c'était notre destin. C'est ça. Enfin, il a parlé aussi également à Amélie, qui était otage au Yémen, et à moi également. Oui, parce que je lui ai posé la question, donc je lui ai dit, ce que je n'ai pas fait dans l'avion, je le fais maintenant. Et il a considéré que c'était le destin et que peut-être on se retrouverait un jour pour continuer l'échange. Et voilà. Et également que ça faisait depuis l'âge de 20 ans qu'il imaginait ce procès-là. Qu'il attendait ce moment-là. Qu'il attendait ce moment-là, oui.
Et une toute dernière chose, Ségolène Vincent, en lisant vos mots ces dernières années, il y a quelque chose qui est assez bouleversant parce que tout le monde se demande comment on fait après avoir subi un attentat comme celui-là. Et vous vous dites, on s'imagine vivre ou vouloir vivre des choses gigantesques. Vous dites sauter en parachute, etc. Et en fait, la réalité, c'est que c'est tout le contraire derrière. Pour moi et pour beaucoup d'autres, j'ai l'impression que c'était tout le contraire, c'est de se simplifier à l'extrême en tant qu'être humain déjà, euh, et se simplifier dans ses gestes de tous les jours, dans ses occupations. Moi, je me suis terriblement simplifiée. Je me contente de vivre au bord d'un étang, de le regarder vivre. Et ça dure un temps parce qu'après, on est toujours rattrapé par le dehors avec lequel on doit normalement faire corps, la société, la collectivité. Et voilà, on s'occupe quand même un peu On revient aux autres que soi à un moment donné, mais les bonheurs restent des bonheurs simples. Mais donc des petits. C'est quoi le dernier bonheur simple? Je sais pas, j'ai dû aller dans l'anse de Saint-Chamas faire du paddle. C'est à côté de Martigues. C'est à côté de Martigues, sur l'étang de Berre. Et voilà, et quand l'étang est tout calme, je prends mon paddle et j'observe les cormorans, les flamants roses, les aigrets de Garzette. Et ça me remplit de joie. Ouais. Merci. Merci à vous.